Une dame qui était dans son canapé, douleur abdominale brutale, elle s'est mise à vomir de la merde. Oui, on peut vomir du caca. Alors la coloscopie, on va en parler un petit peu quand même. J'imagine, bon, vu à peu près la tranche d'âge qu'il y a, il y en a au moins un ou une qui est déjà passée par ce bonheur. Après, on a des symptômes qui vont apparaître progressivement dans le temps. Et c'est ça qui doit vous alarmer. On n'utilise jamais le mot cancer si ce n'est pas écrit dessus. La chimiothérapie, il y a beaucoup de patients qui pensent que quand on dit on vous fait de la chimio, c'est que les carottes sont cuites. Pas du tout. Bon, bonjour à tous. Donc moi je suis le docteur Alexandre Mancé pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis chirurgien viscéral et digestif et je travaille du côté de Béthune. Alors pour ceux qui ne savent pas où c'est Béthune, c'est à 30-40 minutes de Lille. Il fait beau 30 jours par an, mais l'ambiance est chaleureuse et on s'entend tous très bien. Donc en tant que chirurgien viscéral, on est spécialisé du tube digestif, donc de l'œsophage jusqu'à l'anus et tous les organes qui vont composer votre abdomen. Donc aujourd'hui, moi la conférence, je vais la diviser en deux parties. Je vais vous faire un topo un peu général sur le cancer du côlon. Et après arrivera sur comment moi est-ce que je vais préparer mes patients avant une chirurgie pour un cancer du côlon et pour une anesthésie qui sont quand même des interventions et des anesthésies qui sont quand même assez lourdes. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors 4 cancers principaux en France, vous pouvez les voir ici. Donc le numéro 1, la prostate, le numéro 2, le sein, le numéro 3, celui qui va nous intéresser, c'est le cancer du côlon et du rectum par argument de fréquence, et le numéro 4, le poumon. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors je vous refais un très bref rappel anatomique de notre tube digestif. Quand vous mangez votre steak, votre pomme de terre, elle va passer par l'œsophage en haut, elle va arriver après au niveau de l'estomac, passer le duodénum, les 3 à 5 mètres de petit intestin, et puis après on a tout le cadre colique en vert jusqu'au rectum, puis à l'anus, et puis plouf, ça va dans les toilettes. Donc, autour de ce tube digestif, on a d'autres organes qui vont aider à la digestion, le foie, la vésicule biliaire, la voie biliaire, le pancréas, la rate, alors qui ne rentre pas trop dans la digestion, mais voilà. Et tous ces organes-là peuvent être touchés par un cancer. Et le cancer du côlon, c'est le plus fréquent parmi tous les cancers des organes qui composent votre tube digestif. Ici, vous avez un petit rappel des chiffres. Donc, le premier cancer digestif, le troisième cancer, tout cancer confondu, et c'est le deuxième cancer le plus mortel, tout cancer confondu. D'autres chiffres complémentaires, donc 43 000 nouveaux cas diagnostiqués quand même par an, donc c'est un cancer qui est quand même fréquent. Au niveau du sexe ratio, les hommes un petit peu plus touchés que les femmes, 55 pour 45. C'est quand même 18 000 décès par an et il y aura à peu près une personne sur 30 qui sera touchée par ce cancer dans sa vie. Alors on ne le voit pas très bien ici, mais si on regarde le pourcentage de survie à 5 ans, tous stades confondus pour le cancer du côlon, c'est 57%. C'est-à-dire qu'en gros, parmi tous les patients atteints d'un cancer du côlon, on n'en aura que 57% qui seront encore vivants à 5 ans, parmi tous les stades confondus. Donc c'est un cancer qui est fréquent, agressif et mortel. Donc tumeur bénigne, en l'occurrence c'est ce qu'on appelle un polype ou des adénomes. C'est une cellule, en tout cas des lésions qui sont bien délimitées, des cellules qui sont régulières, la croissance de ces cellules est lente et souvent ça n'envahit pas les structures adjacentes, ça va juste les refouler. Ça n'a pas de potentiel métastatique, c'est-à-dire que ça ne peut pas partir ailleurs dans le sang ou dans les ganglions, et que quand on va le retirer, si on le fait bien, ça ne revient pas. A l'inverse, ces tumeurs bénignes, si on ne les retire pas, ça peut se transformer plus tard. Alors le cancer du côlon, ça met du temps à se développer, mais ce petit polype initialement peut se transformer plus tard en tumeur maligne. Donc quand on dit tumeur maligne, c'est un cancer. Donc la grosse différence entre les deux, c'est que ce sont des lésions qui sont mal limitées. Les cellules sont très irrégulières, c'est une croissance beaucoup plus rapide et elles sont beaucoup plus agressives. Ça peut envahir les structures adjacentes, les organes qui sont juste à côté, ça peut partir dans les ganglions, ça peut partir dans le sang et ça peut faire des métastases. Et quand on le traite, même si on le fait bien, ça peut revenir. Donc voilà les deux grosses différences. Donc vous avez compris mon cheminement. L'intérêt de tout ça, c'est que tout comme le cancer du sein, le cancer de l'utérus, ça se dépiste. L'intérêt de dépister les cancers, c'est de les trouver à des stades précoces, asymptomatiques, pour les traiter le plus tôt possible, pour qu'on ait le meilleur résultat possible avec la chirurgie. Pour le cancer du côlon, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelait antérieurement le test hémoculte. Donc, ce test, il va être proposé à une population générale. Donc, il y a deux types de dépistage. Soit vous avez ici en bas un dépistage qui dit
ciblé, donc c'est pour ceux qui ont des facteurs de risque beaucoup plus importants qu'une population lambda de développer un cancer. Et ce test de dépistage, il sera proposé à ceux qui n'ont pas de facteur de risque particulier, hormis leur âge, c'est-à-dire 50 ans. Okay. Le seul problème de ce test, comme tous les tests de dépistage d'ailleurs, c'est que ça repose sur la participation volontaire des sujets. Et on n'a que 33% des gens qui le font en France. Donc un patient sur 3 va faire son test de dépistage et c'est trop peu. Donc quand on arrive à des stades déjà avancés du cancer, malheureusement c'est trop tard et on aurait peut-être pu le découvrir en amont avec ce test. Sachant que c'est un test qui est gratuit et je vais vous expliquer un petit peu après comment ça marche. Donc pourquoi est-ce qu'on va les dépister? Donc, je vous ai dit juste avant, c'est 18 000 décès par an. Mais si on traite un cancer du côlon à un stade précoce, on guérit 90% de nos patients. Donc 9 patients sur 10 seront vivants à 5 ans sur des cancers à un stade précoce traités tout de suite. D'où l'intérêt du dépistage. Mon message, je l'ai fait maintenant, mais Mars bleu, c'est dans un mois. Donc ça arrive très rapidement. Donc le test de dépistage, c'est celui-là. Alors, c'est pris en charge à 100%, c'est gratuit, ce n'est pas invasif, ce n'est pas douloureux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous mettez un petit parachute dans vos toilettes, vous y déposez délicatement une petite crotte, vous prenez le coton-tige qui est dédié, vous le touillez dedans, vous le mettez dans un petit écouvillon, ça part au labo. Le labo va vous répondre deux choses, soit le test est positif, soit il est négatif. Positif sous-entend juste qu'on a trouvé du sang dans vos selles. Ça ne sous-entend pas que vous avez un cancer. Vous avez peut-être des hémorroïdes qui ont saigné, il y avait un peu de sang à ce moment-là, mais voilà. Le seul intérêt de ce test, c'est s'il est positif, vous allez voir un gastro-entérologue qui fera une coloscopie. S'il est négatif, donc à partir de 50 ans, vous allez le faire tous les 2 ans et ce jusqu'à 74 ans. Sauf si vous avez des symptômes entre deux, bien entendu, que je vais vous expliquer juste après. Alors, je vous parlais des facteurs de risque juste avant. Donc, il y a, on va dire, 3 populations cibles. Donc, la population de gauche, c'est ceux qui ont, on va dire, le risque moyen, donc c'est l'âge. Hein. On sait qu'au-delà de 50 ans, on a plus de risque de développer un cancer. Donc, c'est cette population-là qui sera éligible au test de dépistage. Quant aux deux autres catégories ici et là, donc vous avez les patients à risque élevé et à risque très élevé. Donc ceux à risque élevé, c'est ceux qui ont des antécédents personnels ou familiaux du premier degré, papa, maman ou frère, sœur, qui ont eu soit un adénome, un polype supérieur à 1 cm ou un cancer du côlon. Et ceux qui ont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. Et après, les patients qui sont à catégorie qui sont donc très élevés, c'est ceux qui ont des mutations génétiques. Comme par exemple pour le cancer du sein avec la mutation BRCA1, BRCA2 que vous avez souvent déjà entendu, et bien pour les cancers du tube digestif, on a également des mutations qui peuvent augmenter drastiquement le risque de faire des cancers. Alors la coloscopie, on va en parler un petit peu quand même. J'imagine, bon, vu à peu près la tranche d'âge qu'il y a, il y en a au moins un ou une qui est déjà passée par ce bonheur. Donc la coloscopie, c'est fait par le gastro-entérologue. C'est un geste qui est fait en ambulatoire. Vous rentrez le matin, vous faites le geste, vous repartez le soir. C'est une courte anesthésie générale. Il y a une préparation à faire avant, la fameuse purge. Ça, c'est le petit plaisir. Alors, avant, c'était 4 litres de flotte. Maintenant, c'est des petits sachets qu'on peut prendre. Donc, c'est moins désagréable, mais les effets secondaires seront les mêmes. Le but, c'est quand même que le côlon soit propre avant de faire la coloscopie. Il y a un régime sans résidus à faire avant l'intervention parce que le gastro-entérologue, s'il ne voit rien pendant la coloscopie, ça ne sert à rien. Du caca, ça tapisse la muqueuse du côlon et s'il doit voir un polype ou un petit cancer, il ne le verra pas. Donc, je vous ai mis ici un petit schéma là-bas de la coloscopie. Et ici, comment ça se passe au bloc opératoire. Donc, vous faites dodo, soit vous êtes allongé sur le dos ou parfois sur le côté. Il y a le gastro-entérologue qui est là, qui fait le geste avec son endoscope. Et en fait, la caméra qu'il a au bout de son endoscope va retranscrire une image ici en haut qu'il va voir. Et puis, il va se balader dans la totalité de votre côlon. 2 complications qu'on peut avoir qui sont rares, la perforation ou l'hémorragie. C'est extrêmement rare, mais voilà, le risque zéro n'existe pas. Alors, c'est quoi l'intérêt de la coloscopie? Rechercher des lésions pré- ou cancéreuses. Donc, trouver des polypes ou trouver des cancers. Description précise de ce qu'il voit. Donc, il peut prendre des photos, parce que nous, on en aura besoin si on doit vous opérer, de savoir c'est quoi, c'est où, etc. Il peut repérer la lésion, parce que si nous, on doit vous opérer plus tard, à l'œil nu, on ne va pas forcément la voir quand on opère. Donc, il peut mettre des petits clips métalliques à proximité de la lésion, comme ça, sur un scanner. Ça fait un artefact et nous, on sait exactement où c'est. Et l'intérêt aussi, c'est que les gastro-entérologues peuvent vous traiter au moment de la coloscopie. Ils peuvent retirer les polypes, ils peuvent retirer les petits cancers débutants, ce qui évite de passer par une case chirurgie beaucoup plus lourde. S'il ne peut pas retirer la lésion, il en fera ce qu'on appelle des biopsies. Donc, il va prendre des petits morceaux de cette lésion, l'envoyer au laboratoire pour nous dire en gros c'est du cancer, c'est pas du cancer. Ça va permettre de trancher.
En conclusion, sur ça, on a deux types de lésions, si vous avez bien compris. D'un côté, les tumeurs bénignes qui ne sont pas des cancers, les polypes, les adénomes. De l'autre côté, les tumeurs malignes, le cancer du côlon. Par argument de fréquence, c'est ce qu'on appelle un adénocarcinome, donc c'est la forme, le type histologique de cette lésion. Et après, on peut trouver d'autres cancers, le lymphome, tumeur carcinoïde, tumeur neuroendocrine, sarcome. Bon, ça, je vous passe les détails techniques, mais c'est d'autres tumeurs qu'on peut retrouver. Ça, c'est les choses qui vont vous intéresser, parce qu'il faut savoir écouter son corps quand on a des symptômes cliniques, mais pas tout le temps. Donc, asymptomatiques, c'est ceux qu'on dépiste. OK, ils n'ont pas de symptômes. Après, on a des symptômes qui vont apparaître progressivement dans le temps. Et c'est ça qui doit vous alarmer. Alors, c'est quoi? La première, et ça, c'est valable quasiment pour tous les cancers, c'est ce qu'on appelle la lettre des 3 A, asthénie, anorexie, amaigrissement. Donc, c'est une altération de l'état général. Peut-être que Bruno Lgariat en avait déjà parlé ce matin, mais en gros, l'asthénie, c'est le fait d'être fatigué tout le temps. L'anorexie, on a une perte d'appétit. L'amaigrissement, c'est une perte de poids sans restriction volontaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de régime, mais on perd quand même du poids. Donc ça, attention, si ça persiste plusieurs mois, signe d'alerte. Trouble du transit. Alors, le transit, je ne vais pas m'épiloguer 3 heures. On fait entre 3 fois caca par jour et 3 fois caca par semaine. C'est normal. Le but, c'est de se dire, on a un rythme normal défécatoire. Ça doit être non douloureux et ça doit être régulier. À partir du moment où il y a une modification de votre transit, vous avez des constipations, des diarrhées, une alternance entre les deux, etc., qui persistent, ce n'est pas normal. Ensuite, on a donc les hémorragies digestives basses, donc on a du sang dans les selles ou du sang dans la cuvette. Encore une fois, ce n'est pas normal. Par argument de fréquence, ça peut être des hémorroïdes, mais il ne faut pas se dire il y a du sang, c'est des hémorroïdes. Ça peut être aussi un cancer. Douleur abdominale, bon, qui persiste, inhabituelle. Masse palpable, alors souvent quand on commence à sentir une masse, ce n'est pas forcément bon signe. Et les ganglions. Alors pour les ganglions, pour le cancer du côlon, mis à part dans le ventre qu'on ne peut pas sentir, il y en a un qu'on peut sentir, c'est au-dessus de la clavicule gauche. Ça, c'est valable pour tous les cancers du tube digestif, mais c'est souvent pas bon signe si on en sent un ici. Cancer du rectum, on a le syndrome rectal, ce qu'on appelle des épreintes, des ténesmes. Donc c'est le fait d'avoir mal ou d'avoir des fausses envies quand on va aux toilettes. Et de manière un petit peu plus fréquente, le syndrome anémique, le fait d'avoir une anémie, on a moins d'hémoglobine dans le sang. Donc on est fatigué, on est pâle, on est essoufflé. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome anémique. Alors ça, c'est de manière beaucoup plus rare. Ce qu'on appelle une fistule, c'est quand il y a une communication entre deux portions, entre le tube digestif par exemple, la vessie ou le vagin. Donc oui, on peut avoir des gens qui arrivent parce qu'ils font pipi, ils font des gaz ou des selles par les urines ou par le vagin. C'est rare, mais j'en ai déjà opéré et ça arrive. Parce qu'en fait, le cancer vient envahir la vessie ou le vagin qui est juste à côté. TVP, c'est les thromboses veineuses profondes, donc les phlébites à répétition, signe d'alarme. L'acide, le ventre qui gonfle avec plein de liquide à l'intérieur. Métastase, bon. Alors après, ça c'est en tout cas ce qui est le plus fréquent. Et nous, eh bien, malheureusement, on peut les opérer en urgence. Donc il y a l'occlusion digestive, la perforation de l'intestin et les hémorragies digestives gravissimes. Donc malheureusement, parfois, et ça je vous l'expliquerai après, ça peut se manifester en urgence. Donc si on fait un petit topo de conclusion sur la prise en charge du cancer, examen clinique, interrogatoire complet par le médecin qui vous suit, on fait une prise de sang complète, donc préopératoire, une numération de la formule sanguine pour voir un peu l'hémoglobine, l'anémie. On fait un bilan nutritionnel complet, je vous le détaillerai un peu plus tard. L'ACE, c'est l'antigène carcino-embryonnaire, donc ce n'est pas le marqueur qui est spécifique du cancer du côlon, mais on l'utilise dans le cadre de sa surveillance après traitement. On fait une imagerie. Alors, la seule imagerie qu'on fait pour un cancer standard, c'est ce qu'on appelle un scanner TAP, thoraco-abdominopelvien. Donc, ça screen votre thorax, l'abdomen et le pelvis pour être sûr qu'il n'y ait pas de métastase et que le cancer ne soit que dans le côlon. Après, on fait des examens au cas par cas au besoin. Fibrocoloscopie, je vous l'ai expliqué juste avant. Et le seul examen qui pourra dire c'est un cancer ou c'est pas un cancer, c'est l'examen histologique qui sera fait par les anatomopathologistes au laboratoire. Ils vont écrire noir sur blanc c'est un cancer ou pas. On n'utilise jamais le mot cancer si ce n'est pas écrit dessus. On peut se dire sur un scanner ça a l'air d'être un cancer, mais tant que ce n'est pas écrit, on ne le dira jamais au patient. Parce qu'on l'a déjà dit à des gens alors que ce n'en était pas un. Donc pour rattraper ça derrière, ce n'est pas évident. Une fois qu'on a fait tout le bilan du dossier, on va le présenter en RCP, ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaires. Chirurgien, radiologue, oncothérapeute, parfois le médecin traitant. Voilà. On est tous réunis autour d'une grande table et on va parler du dossier de tous les patients atteints d'un cancer pour valider leur prise en charge en fonction du patient, en fonction du cancer. Est-ce qu'on peut opérer, est-ce qu'on ne peut pas opérer, de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Et on valide tout ça ensemble. Le but, c'est de faire ce qu'on appelle un programme personnalisé de soins qui sera donc
spécifique à chaque patient, à chaque tumeur. Le but de ça, ça sera de faire une consultation d'annonce dédiée, dont je reviendrai dessus un petit peu plus tard, et c'est surtout d'articuler tout ça avec la médecine de ville. Parce qu'il n'y a pas que le chirurgien qui va vous prendre en charge, il y a tous les gens autour. Donc le médecin traitant en fait également partie, et donc ça va nous permettre d'articuler tout ça. Les traitements. Alors comment est-ce qu'on va traiter un cancer du côlon? Donc, je vous l'avais dit au début, ça on peut le faire par l'endoscopie. Donc le gastro-entérologue peut retirer la lésion, et ça c'est le meilleur des cas. S'il ne peut pas le faire, on va passer par la cage chirurgie. Donc c'est là où le gastro-entérologue va m'adresser les patients que je dois opérer. Alors on ne peut pas opérer tout le monde, on ne peut pas sauver tout le monde. Donc on a plusieurs options. Il faut que le cancer soit résécable, c'est-à-dire qu'on peut retirer la tumeur, parce qu'elle n'est déjà pas trop grosse, ou il n'y a pas trop de choses en veille. Il faut que le patient soit opérable, est-ce qu'il va pouvoir tolérer une chirurgie lourde et une anesthésie lourde avec une intervention qui sera longue. Et parfois on n'a pas le choix, c'est la chirurgie d'urgence, dont je vous parlerai juste après. Alors les modalités de la chirurgie, c'est quoi? Alors sans rentrer trop dans les détails techniques de la chirurgie, mais le but c'est de retirer le cancer dans sa totalité, de ne pas en laisser. Donc on parle d'une résection qui est dite R0 en monobloc, c'est-à-dire qu'on retire tout. Il faut qu'on ait des marges de sécurité. Exemple qui parle souvent à tout le monde, quand on a un mélanome ou un cancer de la peau, on ne va pas tailler à ras du cancer, on va prendre des marges de sécurité en latéral et en profondeur. Sur le côlon, c'est pareil, on doit avoir 5 cm avant, 5 cm après sur le côlon. Le premier relais du cancer, c'est les ganglions et les vaisseaux. Donc on va faire ce qu'on appelle un curage des ganglions à proximité de la lésion. Donc on retire la portion du côlon qui est touchée par le cancer et on va retirer les vaisseaux et les ganglions qui viennent vasculariser cette portion-là. Donc c'est une chirurgie qui est quand même lourde dans ce sens-là. Ensuite, le morceau d'intestin qu'on a retiré, on ne va pas le mettre à la poubelle. On va l'envoyer pareil en analyse au laboratoire. Et donc c'est là où il y a l'instant important, c'est de faire cette classification TNM, tumeur, nodule, métastase, pour nous dire le stade du cancer. En gros, est-ce que c'est un stade 1, 2, 3 ou 4? Pour nous dire, en gros, est-ce que la chirurgie suffit ou est-ce qu'il faut faire de la chimiothérapie en plus? Après, malheureusement, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on ne peut pas opérer tout le monde. Donc, on passe en palliatif. Donc, on n'aura pas d'objectif curatif, mais on sera là pour accompagner nos patients sans traitement curatif. Et parfois, on peut faire ce qu'on appelle de la chirurgie de propreté, mais ça, c'est vraiment du cas par cas. Petit exemple pour que vous puissiez vous projeter un petit peu, parce que c'est toujours plus concret quand on voit des schémas. En haut à gauche, imaginons que vous avez une tumeur sur l'appendice, dans le cécum, dans le côlon droit. On va retirer la portion droite du côlon. Donc là, vous pouvez voir là où il y a un petit pointillé. Et on va embarquer les vaisseaux et les ganglions qui sont à proximité. Pareil, si c'est par exemple le niveau du côlon sigmoïde, on retire le sigmoïde. Si c'est le côlon gauche, on retire le côlon gauche. Et après, on a deux options. Parce qu'on va court-circuiter le circuit digestif. Donc, soit on va remettre les deux bouts ensemble, avec du fil. C'est ce qu'on appelle une anastomose, c'est une suture, ici. Ou soit, malheureusement, on se dit c'est trop risqué pour le patient ou c'est trop dangereux et on fait une stomie. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre le côlon à la peau. Donc, on va dériver en dehors du circuit normal les selles. Et les selles vont sortir dans une poche de recueil. C'est par abus de langage qu'on appelle un anus artificiel. Qui peut être temporaire, c'est-à-dire qu'on peut refermer plus tard, ou définitif, à vie. Encore une fois, ça on ne le fait que si on n'a pas le choix de le faire. Alors quand je vous parlais des traitements, je ne vais pas rentrer trop dans les détails très techniques, mais le traitement adjuvant du cancer, après chirurgie, c'est la chimio. Donc, c'est la classification dont je vous parlais tout à l'heure, stade 1, 2, 3 ou 4. Donc le stade 1, on va dire tout va bien, c'est que de la surveillance. Stade 2, 3, si on a des facteurs de mauvais pronostic sur l'analyse du cancer, on propose une chimiothérapie en plus. Et stade 3, 4, c'est une chimio. Ça sous-entend qu'il y a des ganglions qui sont envahis dans le curage, c'est-à-dire que le cancer était parti dans les ganglions. Ou alors il y a des facteurs de mauvais pronostic. La chimiothérapie, il y a beaucoup de patients qui pensent que quand on dit on vous fait de la chimio, c'est que les carottes sont cuites. Pas du tout. C'est en complément, ça vient compléter l'acte chirurgical initial. Parce qu'on a des facteurs de mauvais pronostic sur la lésion et qu'il y a peut-être des cellules tumorales circulantes qu'on n'a pas retirées parce qu'on est peut-être déjà dans le sang ou dans des ganglions qu'on n'a pas retirés. Et donc ça vient consolider la chirurgie. Et le but de ça, c'est de limiter au maximum la récidive du cancer et augmenter l'espérance de vie des patients. Donc chimiothérapie n'égale pas les carottes sont cuites. Toujours garder du positif dans ce qu'on vous annonce. Chimiothérapie, en deux mots, c'est quoi? Donc c'est des produits qu'on peut prendre par les veines ou par la bouche. Le but de la chimio, c'est de détruire des cellules qui ont une croissance rapide. Alors ça détruit les cellules tumorales, cancéreuses, mais ça détruit aussi les dommages collatéraux, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes.
qui sont également de croissance rapide. Alors, plus le temps avance, meilleurs les produits sont. On développe même de l'immunothérapie maintenant qui cible le cancer sans avoir, ou en tout cas en diminuant au maximum ces dommages collatéraux. Ça se passe comment une chimio? Alors avant, les patients, on les piquait dans le pli du coude maintes et maintes fois, donc on détruisait leur capital veineux, sauf que c'est des patients qui ont besoin d'être piqués plusieurs fois, et donc il faut préserver leurs veines, et c'est quand même pas très confortable. Donc on a créé ce qu'on appelle le PAC, ou la chambre implantable, un petit boîtier qu'on mettra en dessous de la clavicule, comme vous pouvez le voir ici sur le schéma, avec un petit cathéter qui va rentrer dans la veine jugulaire interne au niveau du cou, et qui va arriver à l'entrée du cœur. Le but, c'est d'avoir ce petit boîtier, on pique directement à l'intérieur, après avoir mis un petit patch d'EMLA pour endormir la peau. Comme ça, il n'y a pas de douleur au moment où on pique. Et on délivre les produits de chimiothérapie comme ça. Ça peut se faire en hôpital de jour, ça peut se faire à domicile. Ce qu'on essaye de préconiser en HDJ, donc en hôpital de jour, c'est qu'on fasse la chimiothérapie avec plusieurs patients ensemble dans la même pièce pour qu'ils puissent discuter entre eux. Parler d'une maladie qu'on a ensemble, en tout cas la même ou différemment, ça fait toujours du bien et c'est très important pour le traitement que de se retrouver toute seule dans sa pièce avec le produit de chimio qui coule et puis on attend ce qui se passe. Une fois qu'on a fini ça, on va rentrer dans la surveillance. Alors la surveillance, que vous ayez ou non de la chimiothérapie après, on va vous surveiller 5 ans. D'accord ? La surveillance de 5 ans, elle sera, on va dire, tripartite. Surveillance clinique, donc pendant 5 ans, donc c'est tous les 3 mois pendant 3 ans, et puis tous les 6 mois pendant 2 ans. Donc vous allez voir régulièrement soit votre chirurgien, soit votre oncologue, s'il y a de la chimio associée. Moi, ce que je fais pour mes patients, c'est que je fais un scanner TAP dont je vous parlais tout à l'heure, plus un dosage de l'ACE tous les 6 mois, pendant 5 ans. Et la coloscopie, si la première n'est pas complète, on la refait à 1 an. Et sinon, après, on fait à 3 ans, 5 ans. Si à 5 ans, il ne se passe rien, on en refait peut-être tous les 3 ans, tous les 5 ans. Le but de ça, c'est de traquer la récidive du cancer ou de dépister des polypes qui réapparaissent pour éviter qu'ils ne se transforment en cancer. Pour les plus aguerris en anatomie, je vous ai remis un petit schéma couleur pour retenir les différents segments du côlon. En jaune, le sécom, en rose, le côlon droit, côlon transverse en rouge, orange, côlon gauche, côlon sigmoïde en violet et rectum en vert. Alors je vous ai mis, je suis quand même chirurgien, mais j'ai choisi les photos pour pas que ça soit trop trash, pour vous montrer un peu comment ça se passe au bloc. Si vous ne voulez pas regarder, vous fermez vos yeux. C'est quand même le salon de la médecine douce et du bien-être, donc je ne vais pas vous infliger un stress psychologique aujourd'hui. Mais je les ai sélectionnés. Alors, ici, vous voyez un côlon en occlusion. Donc, le schéma que je vous ai montré juste avant, vous arrivez quand même à le superposer par rapport à ce qu'on voit. Sauf que ça, c'est un côlon qui n'est pas normal. Il est complètement distendu, prêt à exploser. D'accord ? Donc, tout son côlon ici est en occlusion à cause du cancer. Donc ça, malheureusement, c'est laparotomie en urgence. On n'a pas le choix parce que c'est un côlon qui est prêt à exploser. Et donc, on doit traiter malheureusement tout le côlon qui est distendu parce que souvent, il peut se perforer. Et on doit en plus retirer le cancer qui est souvent plus bas. Si tout le cadre colique est dilaté, c'est souvent un cancer au niveau du sigmoïde ou du rectum qui est beaucoup plus bas. Et en fait, ça fait un bouchon et tout s'accumule. Là, c'est ce qu'on appelle un volvulus du côlon sigmoïde. C'est des gens qui, vous avez peut-être entendu, j'ai le côlon trop long. Alors, c'est ce qu'on appelle un dolichosigmoïde. C'est un côlon qui est effectivement normalement long, 40-50 cm de plus que la norme, qui est libre dans le ventre. Donc, soit spontanément, il peut se tordre à 180 degrés sur lui-même, ou soit à cause d'un cancer, il se tord. Et donc, là, en fait, ça forme une sorte de U inversé. Et ça, c'est ce qu'on appelle un volvulus du côlon sigmoïde. Donc ça, c'est des bombes à retardement, comme vous avez pu voir. Alors, le côlon, il a une capacité de distension comme un utérus qui est assez impressionnant. Mais bon, il y a un moment, pouf. Et en bas, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que nous, quand on opère en celloscopie, quand c'est des petits cancers qui n'ont pas pu être retirés en endoscopie, par exemple, on ne le voit pas macroscopiquement. C'est-à-dire que moi, si je regarde un côlon comme ça et que c'est un cancer qui est dedans, je ne le vois pas. Donc, on a deux stratégies pour savoir où est-ce qu'il est. Donc, le clip métallique dont je vous avais parlé tout à l'heure, on fait un scanner, on sait exactement où c'est au niveau du scanner. Mais quand on est dans le ventre du patient, le clip, on ne va pas le voir. Donc, on sait à peu près où c'est, mais il y a des variations anatomiques qui font qu'il y a des côlons plus courts, plus longs. Et donc, l'alternative, c'est de demander au gastro-entérologue pendant la coloscopie de faire un marquage à l'encre de Chine ou au bleu de méthylène. C'est-à-dire que pendant la coloscopie, il va mettre une petite aiguille juste à côté du cancer, injecter 1 ml d'encre de Chine comme pour vos tatouages que vous avez sur votre peau par exemple, et ça va nous marquer la zone. Comme ça, moi quand j'opère et je mets une caméra dans votre ventre, je sais que c'est exactement là, et donc le côlon que je vais retirer, je sais que le cancer il est là. Parce qu'on s'est déjà fait avoir, en se disant c'est là, on retire le côlon, on l'ouvre à la fin du bloc, et le cancer il n'y a pas dedans. Et donc on doit se retrouver à recouper plus de côlons que prévu. Donc si on peut se faire avoir, on a toutes ces alternatives possibles.
Alors j'ai fini sur le cancer du côlon. Bon, je fais pas mal de trucs sur les réseaux. Je vous ai laissé mes bazars, hein, pour ceux que ça intéresse. J'ai sorti un livre au mois de septembre. Alors le livre, c'est du storytelling. Hein. Je raconte des histoires qui m'ont marqué en mode roman polar pour que ça soit intéressant pour le lecteur. Le but, c'est que vous mettiez à la place du chirurgien qui prend en charge les patients pour ressentir les émotions que nous on ressent et les émotions que peuvent ressentir les patients. Parce qu'un chirurgien, c'est un être humain qui opère des êtres humains. Même si le chirurgien a une casquette on n'est pas très agréable, on a une pastèque à la place de la tête, on n'est pas tous comme ça et on ressent quand même des émotions. Et à la fin de chaque histoire, je fais un petit encart pédagogique parce que j'aime bien la pédagogie en rapport à la thématique de l'histoire principale. Et quand ça s'y prêtait, j'ai fait des petits dessins et j'ai fait des petits QR codes qui renvoient des vidéos complémentaires. Donc c'est un livre hybride, polyvalent. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Comme ça, vous connaissez tout sur le cancer du côlon. Maintenant, j'ai plus fait de support pour ça. Je préfère parler après. Donc vous l'avez compris, on a 3 options de présentation, nous, quand on est chirurgien en consultation. Soit le patient vient nous voir en consultation, adressé par le biais du gastro-entérologue, parce que soit dépistage, coloscopie, cancer, soit symptômes pas graves, coloscopie, cancer, je vais les voir en consultation, j'ai le temps de les voir. Soit urgence. Donc, urgence, je vais le traiter maintenant. Ça, c'est la pire des situations pour les patients. Pourquoi? Parce que donc, je vais vous donner un cas concret d'une patiente que j'ai opérée il n'y a pas longtemps. Parce qu'en fait, ces gens-là, du jour, enfin même d'un point de vue horaire, leur vie va basculer de manière radicale. Pourquoi? Parce qu'on doit les voir en disant « Bonjour, vous avez un cancer. Bonjour, vous pouvez mourir. Bonjour, je dois vous opérer tout de suite. » Donc, on doit enchaîner tout ça. Alors, je reprends le slogan de la SNCF, mais c'est vrai, il faut prendre le temps d'aller vite dans cette situation d'urgence. Donc moi, il y a 3 semaines, j'avais une dame, j'avais fait une vidéo dessus pour ceux qui l'ont vu, mais je me répète, une dame qui était dans son canapé, douleur abdominale brutale, elle s'est mise à vomir de la merde. Oui, on peut vomir du caca. Pourquoi? Parce que quand le cancer est complètement en occlusion, comme si vous coudiez votre tuyau d'arrosage, l'eau, au lieu de partir dans un sens, ça va partir dans l'autre. L'être humain n'a que 2 orifices, hein, entrée, sortie. Si la sortie elle est bouchée, ça va ressortir par l'entrée. Et donc le caca va remonter à l'envers et on va se mettre à vomir de la merde concrètement. Appel du SAMU. Patiente transférée tout de suite de son canapé aux urgences. Aux urgences, elle est admise par l'urgentiste de garde qui lui met tout de suite une sonde nasogastrique. Donc, c'est une sonde qu'on met dans le nez qui arrive dans l'estomac pour soulager tout de suite la patiente de ses nausées, de ses vomissements et vider l'estomac qui est trop plein. Perfusion pour essayer de traiter ses symptômes. On essaie de la rassurer tant bien que mal et après, on l'envoie tout de suite au scanner pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'une occlusion, ce n'est pas forcément un cancer. Il y a plein de causes de l'occlusion. Elle part au scanner. Malheureusement, on trouve une grosse lésion du côlon droit en occlusion. Donc moi, l'urgentiste m'appelle, m'explique le cas clinique, donc on parle de la patiente, je prends connaissance de ses prises de sang, de son scanner. Donc moi, dans ma tête de chirurgien, je regarde tout. Sur le scanner, j'ai que un cancer en occlusion et il n'y a rien ailleurs, pas de métastase, etc. Patiente, pas fragile, opérable. Seule solution, chirurgien en urgence tout de suite. Pourquoi? Risque de perforation du côlon. Il gonfle, il explose. Donc ça, c'est dans ma tête de chirurgien. Mais je ne vais pas arriver en disant « Bonjour Madame Dupont, docteur Moncier, vous avez un cancer du côlon en occlusion, ça peut se perforer et mourir tout de suite, il faut que je vous opère et je vais peut-être vous faire une stomie. » Alors là, la patiente, elle tombe de 30 étages. Donc, moi, ce que je fais, ce que j'essaie de faire en règle générale, c'est de réexpliquer le cheminement du comment on en est arrivé jusque-là. Donc, je refais l'histoire de la patiente. Vous étiez chez vous, vous avez eu mal au ventre. Vous êtes arrivé là, il y avait une occlusion qui s'installait, on a traité vos symptômes. On a fait un scanner. Qu'est-ce qu'on a vu sur le scanner? Ne jamais dire à un patient que c'est un cancer, on ne le sait pas. On a trouvé une lésion, une masse sur votre côlon, qui pourrait potentiellement être une tumeur maligne ou un cancer, mais encore aujourd'hui, je ne le sais pas. Le problème, c'est que vous avez un obstacle mécanique sur votre côlon qui vous empêche d'aller aux toilettes, et votre côlon commence à se distendre et il y a un risque de perforation. Donc la seule alternative aujourd'hui, c'est que je vous opère. C'est quoi la chirurgie? Colectomie droite, comme je vous expliquais. Célio versus laparo, ça dépendra de comment c'est dans le ventre. Stomie, pas stomie, je ferai ce qui est de plus sécuritaire pour vous. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a rien ailleurs. C'est un cancer, je peux vous opérer, je peux vous soigner aujourd'hui, je peux vous guérir, en tout cas de la gravité aujourd'hui. Est-ce que derrière, il y aura de la chimio, tout ça? On n'en parle pas tout de suite, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je dois vous soigner. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous opère? Même, bon, vous imaginez bien qu'elle ne va pas dire non, mais le consentement est une obligation. Je vais travailler sur son corps, elle me donne son accord, et après on la pousse au bloc opératoire. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, il faut savoir prendre le temps d'aller vite dans ces situations-là.
après, je pourrais vous citer plein d'exemples de chirurgie en urgence, mais c'est pour que vous ayez un petit peu la vision de nous quand on va prendre en charge des patients, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont de très mauvais souvenirs de comment on leur a annoncé le cancer, notamment dans le cadre de l'urgence, et ils ont un stress post-traumatique très très long. Première option. Deuxième option, c'est le patient qui m'est adressé en consultation programmée, parce qu'il a vu le gastro-entérologue, il lui a fait la coloscopie, il lui a fait le scanner, il me fait un petit courrier en disant bonjour Alex, voilà telle patiente, elle a un cancer, son scanner est négatif, il faut l'opérer. Donc moi j'ai le courrier du gastro-entérologue, j'en prends connaissance. Alors c'est bien de parler des choses qu'on fait bien, mais c'est bien de parler des choses qu'on fait mal aussi. On est des êtres humains, on fait des erreurs. Moi j'ai une erreur que j'ai fait dans ma carrière et qui me permet justement d'avancer là-dedans, c'est la manière dont on va aborder les patients pour parler du cancer. On est chirurgien, on a la fin, tout à la fin de la chaîne. Ils ont vu le médecin traitant, le gastro-entérologue, peut-être un urgentiste, bref, ils ont vu plein de gens. Tout le bilan est fait et nous, on les adresse pour juste les opérer. On est les techniciens du corps humain, on les opère, c'est fini. Donc moi, je vois un patient pour un cancer du rectum. Je commence alors pas comme un chirurgien, voilà, mais je lui dis bonjour. Est-ce que vous avez des questions relatives au cancer du rectum avant que je vous explique la chirurgie que je vais vous proposer pour la chirurgie du rectum? Ce patient est accompagné de son épouse et au moment où j'ai dit ça, gros blanc, et là plus personne ne parlait. Donc j'avais compris que personne ne lui avait dit qu'il avait un cancer. Et que moi je lui ai dit en disant, pas que vous avez un cancer comme ça, parce que je pensais qu'on l'avait déjà dit, parce que le gastro-entérologue m'a dit il a un cancer, donc j'imagine, je me suis dit c'est bon, on lui a dit. Et en fait personne ne lui avait dit. Donc aller rattraper tout ça derrière. Donc qu'est-ce que ça, moi ça m'a changé dans ma pratique de quotidien. J'aborde toujours les patients de la même manière. Bonjour, qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez retenu? Quelles sont vos questions? Comme ça, je sais sur quel terrain moi je vais pouvoir avancer derrière. Et je peux refaire des boulettes comme ça. Après, l'autre chose dont je me suis rendu compte, c'est que, alors bien évidemment, quand on va utiliser ce mot cancer, et il faut le dire en consultation quand on en est sûr, il ne faut pas tourner autour du pot 3 heures. On ne va pas dire il y a une lésion, il y a une masse, si on sait que c'est un cancer, il faut le dire. Mais on y va progressivement. Notre rôle, c'est de cerner le profil psychologique du patient. Parce que pour faire, alors un peu les extrêmes, mais il y a des patients à qui je veux dire, vous avez un cancer, le monde s'écroule, ils se voient morts demain. Et il y en a d'autres, ils ont l'esprit combatif. Ok, j'ai un cancer, c'est quoi mes options, voilà. Donc notre rôle, c'est d'y aller progressivement, pas à pas, pour arriver à ce diagnostic. Parce que leur vie va radicalement changer en un avant et un après l'annonce du diagnostic. Et ce n'est pas juste un patient qu'on opère, c'est une famille, c'est des amis, etc. Donc ça, c'est à nous et c'est notre rôle d'en prendre compte. Une fois qu'on est arrivé à l'utilisation de ce mot, il faut s'accorder un temps de silence. Pourquoi? Parce que quand on va le dire, on connaît par cœur les gens, ils ne vont plus rien écouter, ils ne vont plus rien entendre. Et ce qu'on va leur dire, ils ne vont rien retenir. Donc il faut s'accorder un temps de silence. Moi, j'essaye toujours que les patients soient accompagnés par quelqu'un, une ou deux personnes, pour emmagasiner déjà l'annonce et après tout ce que je vais leur dire. Parce qu'il y aura beaucoup d'informations derrière, notamment sur qu'est-ce que moi je vais vous faire. Alors pour moi, c'est bateau de dire mais je vais vous faire une colectomie droite, je vais faire une suture, ça va rien. Mais pour eux, ils ne savent pas ce que c'est, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Donc maintenant, moi j'utilise des schémas. Je prends une maquette anatomique, je dis voilà, votre cancer il est là. Comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, je vais devoir couper ici, je vais devoir couper là, je vais le faire en celloscopie, des petits trous, si ça ne va pas, je ferai une laparo. Bref, j'explique toutes les alternatives possibles sur la technique chirurgicale, les risques, bien entendu, de cette chirurgie, et comment est-ce qu'on va gérer tout ça après. Et donc, va arriver, ce dont je voulais parler, c'est donc cette préparation du patient. Donc là, on a fait la préparation psychologique, d'accord, qui est longue, et ça va nous amener après à deux choses. La préparation nutritionnelle et la préparation physique du patient pour cette future intervention. C'est une chirurgie lourde, c'est une anesthésie lourde et le corps doit encaisser tout ça alors que c'est déjà un corps qui est affaibli à cause d'un cancer. Donc côté diète, nutrition, qu'est-ce qu'on va faire? On va évaluer notre patient de manière générale. Son poids, sa taille aujourd'hui et sa cinétique pondérale sur ces derniers temps. Est-ce qu'il a perdu beaucoup de poids? Si oui, combien, en combien de temps? Je vais faire une prise de sang pour doser des marqueurs spécifiques de la dénutrition, l'albumine, la préalbumine, etc. Et après, je vais envoyer mon patient voir une diététicienne, une nutritionniste, qui fera des données anthropométriques beaucoup plus précises, tour du bras, tour du cuisse, de la cuisse, du bassin, etc. Et tout ça, ça va nous permettre d'avoir une évaluation globale nutritionnelle de notre patient pour savoir est-ce qu'il faut le supplémenter et le booster avant la chirurgie pour arriver en forme pour la chirurgie. La nutrition, donc, c'est l'alimentation.
Donc on va voir aussi ce que peuvent manger les gens, parce qu'avec les nausées, les vomissements parfois induits à cause du cancer, l'anorexie, l'asthénie, etc., tout le monde n'aura pas les mêmes envies alimentaires. Donc on va s'adapter au cas par cas à ce qu'ils peuvent manger et on va leur proposer des compléments alimentaires. Compléments alimentaires validés dans le cadre du cancer digestif, exemple l'Oral Impact, dont on a parlé. L'Oral Impact, donc, ce sont des compléments alimentaires qui permettent deux choses, qui sont remboursés, qui sont pris en charge parce que c'est validé dans le cadre du cancer digestif. Ça permet deux choses, de booster le système nutritionnel et le système immunitaire. Et le but de tout ça, c'est de diminuer les complications post-opératoires. Donc ça, c'est la prise en charge nutritionnelle de nos patients. Ensuite, on va avoir la prise en charge physique, sportive. Encore une fois, on s'adapte au cas par cas. Tous les patients n'auront pas les mêmes capacités physiques et sportives pour se préparer à cette chirurgie. D'autant plus que la majeure des parties des patients ont ce qu'on appelle une sarcopénie, c'est-à-dire qu'il y a une fonte de la masse musculaire induite par l'amaigrissement à cause du cancer et du fait qu'ils ne s'alimentent pas. Donc l'alimentation hyperprotéinée va nous permettre de refaire un peu du muscle et l'activité physique et sportive va nous permettre de refaire du muscle et d'avoir une bonne réserve cardiaque et pulmonaire pour encaisser la chirurgie, encaisser l'anesthésie générale. C'est des interventions qui peuvent durer 2 heures, 3 heures, 6 heures, parfois pour des cancers du rectum, des choses comme ça, qui sont extrêmement longues, avec tous les médicaments qu'on va mettre pour l'anesthésie et tout ce qui va se passer après. Et donc c'est là où je voulais insister sur cette préparation de nos patients avant d'arriver à la chirurgie. Souvent, on se laisse un petit mois à partir du moment où j'ai vu le patient en consultation et je l'opère. On essaie de se laisser un bon mois de battement pour qu'on puisse mettre tout ça en place. Dernière chose, je vous disais qu'il y avait une carence en fer chez ces patients-là. Et donc, on va aussi les supplémenter en fer avec des perfusions avant l'intervention. Donc ça, c'est le avant. Après, je vous opère. Donc, on va faire de l'hypnose avant chirurgie. Donc, quand vous êtes allongé sur la table opératoire, il y a des anesthésistes qui ont des DU d'hypnose. Donc, l'hypnose, la musique, ça permet d'endormir beaucoup plus sereinement nos patients avant l'intervention chirurgicale. Après, c'est Bibi qui vous opère, vous ne savez pas ce qui se passe et c'est nous qui faisons le taf. Et après, vous vous réveillez en salle de réveil. Et ensuite, vont s'enchaîner les jours post-opératoires où nous, chirurgiens, on va traquer les complications post-opératoires liées à la chirurgie. Et vous, patients, vous allez récupérer progressivement jour par jour. Le but de tout ce qu'on met en place avant, c'est que vous restiez le moins possible hospitalisé, que vous remangez vite, que vous vous remettiez vite à marcher, à faire vos activités. Donc, on essaie de ne pas mettre de drain, de ne pas mettre de sonde, de ne pas mettre de sonde vésicale. Voilà. Le but de la chirurgie, c'est de faire ce qu'on appelle de la RAC, c'est de la réhabilitation précoce après chirurgie, pour qu'il y ait une récupération beaucoup plus rapide et une diminution des complications post-op. Après, le patient, quand tout va bien, il rentre à la maison. Étape 1 validée. Vous revoyez après le chirurgien 1 mois après la chirurgie pour voir comment ça va et avoir les résultats de la pièce opératoire. Est-ce que la chirurgie suffit ou est-ce qu'il faut faire de la chimiothérapie en plus? Donc ça, je vous l'ai expliqué juste après. Et après, vous allez rentrer dans le protocole de surveillance pendant 5 ans. Un patient n'est jamais abandonné. On n'abandonne jamais un patient. Et on est toujours plein à travailler autour de lui. Okay, et donc, dans le train entre Lille et Paris, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que je fais? Je vous ai fait une petite liste de ce que… Alors, ce n'est pas mes listes de courses, c'est ce que je fais à mes patients avant de les opérer. Qu'est-ce que je leur prescris? Je vais être un peu redondant avec ce que j'ai dit, mais c'est ce que je fais en consultation. Donc, la prise de sang complète, comme je vous avais dit, donc il y a une prise de sang préopératoire, un bilan nutritionnel, un bilan martial et l'ACE, donc le marqueur du cancer. Préparation colique, j'en fais une aussi, c'est un peu débattu, mais je fais la même préparation que pour la coloscopie. Tout le monde ne le fait pas, mais moi j'aime bien avoir un côlon propre quand j'opère. Donc il y a le régime sans résidus, il y a la purge la veille, un normacol ou 2 si c'est un cancer du rectum, et une décontamination du tube digestif par des antibiotiques qu'on prend la veille. C'est de la tobramycine et du flagyl qu'on met en place. Et ça, c'est quoi le but? C'est qu'on puisse opérer dans de bonnes conditions, nous, et qu'il y ait moins de complications post-opératoires pour vous. Parce que quand on travaille dans le caca, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Je prescris donc les compléments alimentaires, l'Oral Impact dont je vous ai parlé, et une supplémentation en fer, le cas échéant, s'il y a une anémie par carence martiale. Des bas de contention, j'en mets 2 paires. Comme ça, s'il y en a une qui est sale, il y en a une de rechange, pour limiter les fluides post-opératoires, en plus des piqûres qu'on aura en anticoagulation préventive après la chirurgie, et une ceinture de contention abdominale. Parce que si on doit faire une laparotomie, ouvrir le ventre au milieu, d'avoir une ceinture qui soulage après, ça fait du bien, ça fait moins mal, et ça limite les éventrations après la chirurgie. Et après arrivera toutes les consultations. La stomathérapeute, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une infirmière qui est spécialisée dans la gestion des stomies, pour qu'elle puisse éduquer le patient si j'estime que je vais forcément faire une stomie pour cette chirurgie
et repérer l'emplacement de l'endroit où je vais mettre le bout d'intestin à la peau. Consultation diète, nutrition, coach sportif, kiné. Tout ça, c'est dont je vous ai parlé, comment préparer nos patients avant. Psychologue, bien entendu, au besoin. Consultation avec un anesthésiste, en vue de la chirurgie et éventuellement de l'hypnose. Alors tout ça, ça fait beaucoup d'infos. Raison pour laquelle moi, je demande à ce qu'ils soient accompagnés pour emmagasiner tout ça. Je leur dis toujours de noter sur une feuille s'ils ont des questions après. Et on a surtout, en tout cas moi où je travaille, une infirmière coordinatrice. C'est-à-dire que c'est une infirmière qui gère tous les patients qui ont un cancer, qui vont se faire opérer ou pas, et qui va, entre guillemets, leur rappeler, voilà, vous avez un rendez-vous tel jour, vous devez voir telle personne, faire une prise de sang, faire un scanner, patati patata. Comme ça, le patient n'est jamais seul. C'est stressant pour lui, il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de choses à faire avant de se faire opérer. Et on est là pour l'épauler. Et on est plusieurs à travailler dans le même objectif commun, c'est de soigner le patient dans les meilleures circonstances qu'il soit. Voilà, je pense que j'ai fini. Je vous remercie de votre attention.